réconciliation sur le lien qu'a l'Amérique avec les Indiens, tu sais, les Indiens d'Amérique. Pour l'Amérique profonde et même l'Amérique d'élite, les Palestiniens, c'est les Indiens. Tu vois ce que je veux dire? On ne voit pas pourquoi ils se battraient pour les Indiens. Ça, c'est un truc de cinéaste de gauche. Pour eux, non seulement ils sont évangélistes, beaucoup. Donc évangélistes, ça veut dire qu'ils sont chrétiens sionistes. Donc déjà, religieusement, ils sont plutôt sionistes. Et en plus, quand ils voient les Palestiniens, c'est même pas des Arabes, parce qu'ils ne sont pas liés à ce genre, mais c'est des Indiens. C'est des peaux rouges, c'est-à-dire des gens dangereux, sous-civilisés, et le sens de l'histoire, effectivement, c'est la conquête américaine de l'Ouest, quoi. Et pour eux, le parallèle qu'ils peuvent faire au niveau de la masse, c'est les Israéliens, c'est les cow-boys qui sont en train d'amener à la civilisation des terres sauvages, tu vois, c'est un peu ça. Donc, au niveau populaire, c'est le Palestinien est un Indien, avec tous les films qui montraient que le sauvage est dangereux avec son arc et ses flèches, alors qu'il a que des arcs et des flèches d'ailleurs. Et puis au niveau, je dirais, du substrat religieux, c'est l'évangélisme, donc c'est quand même des judéo-protestants profondément. Donc imaginez que pour être pro-palestinien aux États-Unis, ceux qui le sont le plus, malheureusement, c'est par le gauchisme, c'est ce que tu vois, c'est par les campus. Par le jeunisme et le féminisme d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que Trump peut même pas s'appuyer sur ces jeunes-là, tu vois ce que je veux dire? Il est obligé même de leur botter le cul un peu dans les campus. Ils sont pro-démocrates. Oui, parce qu'en plus ils sont démocrates et LGBT, ils sont tout ça. Hein. Et là ça te donne, tu sais, ce qu'on a vu dans les campus californiens, tu sais, avec Green, je sais pas l'université, là, là ça te donne le cancel, tu vois, c'est-à-dire que la cause palestinienne est agrégée dans le woke, le cancel et la woke culture, tu vois. Donc c'est infiniment. Donc moi je pense que Trump est plutôt un honnête homme de ce point de vue-là, avec une sensibilité assez chrétienne, je dirais plutôt catholique. D'ailleurs, il y a beaucoup de catholiques dans son entourage. Et le marqueur, c'est la mise en avant de la Vierge Marie, qui est vraiment le marqueur. Quand tu veux montrer que tu fais un certain retour au catholicisme sans trop le dire et sans te convertir, tu mets en avant la Vierge. Je veux dire, on a quand même Marco Rubio aussi, qui a eu la croix des cendres. Donc moi je crois que sur des tas de sujets très importants comme la pédocriminalité, la violence raciale, etc., je pense que Trump est plutôt un bon gars. C'est plutôt mais ça, c'est de la sensibilité. C'est pas un racialiste, etc. Mais pour essayer de produire une politique qui soit pas trop catastrophique pour les États-Unis et qui soit compréhensible par les Américains, il peut pas être pro-palestinien. Mais je pense qu'il déteste Netanyahou, il pense que Netanyahou est une ordure, je pense qu'il a intégré la thèse Mearsheimer et Walt que l'Israël a fait beaucoup de tort aux États-Unis depuis l'assassinat de Kennedy, hein, qui est très lié à ça. Je pense que Trump le sait, je pense que Trump essaie de le faire comprendre un peu aussi. Hein, la déclassification sur l'assassinat de Kennedy, c'est pour valider la thèse Ben Gourion, que nous, on met en avant avec Laurent Guyeno depuis des années. Hein. On fait le boulot à égalité et réconciliation, il ne faut pas oublier. Hein. Et malheureusement, il a très peu de marge de manœuvre par rapport, on va dire, au beauf américain moyen, par rapport à la sensibilité judéo-chrétienne américaine et par rapport à l'état profond résiduel qui est ultra-sioniste, et puis aussi par rapport aux puissances d'argent dont il est obligé de tenir compte, parce qu'il a beaucoup autour de lui, d'ailleurs, comme Poutine, des juifs américains, tu sais, jacksoniens. Aujourd'hui, en fait, c'est pas de savoir si tu as les juifs avec toi ou pas les juifs avec toi, parce qu'ils sont partout et tout puissants. C'est de savoir si tu as des juifs plutôt patriotes ou des juifs plutôt mondialistes avec toi. Et ça, c'est valable autour de Trump comme autour de Poutine. C'est pour ça que même moi, tu vois, qui se considérais comme assez radical sur le sujet, je me dis pas avec les juifs ou contre les juifs. Je me dis quel juif il y a autour de, tu vois, quel juif il y a autour de. Et on voit bien qu'autour de Poutine, il a dégagé les oligarques. On pourrait parler à la marge de la question Lubavitch. Son problème numéro un, c'était de dégager les oligarques qui étaient, on va dire, des juifs assimilés, ce que comme Youssef appelle très bien des juifs dissimulés, parce que c'est ça, et qu'à un moment donné, une fois qu'il a fait ce travail et qu'il a remplacé les oligarques par des gars qui travaillent dans l'intérêt de la Russie et qui est proche de lui, ça c'est le constat que fait Xavier Moron, qui est tout à fait valable, comme il fallait qu'il ait un dialogue quand même avec la communauté juive qui fait partie des 4 communautés officielles de l'Empire russe, je le rappelle, il s'est dit je vais choisir dans le contexte russe une petite communauté qui ne fait pas de politique, je reprends une phrase qu'on a manipulée dans tous les sens, qui sont les Lubavitch russes. Pourquoi ? Parce que, comme il l'a bien dit quand il a inauguré la bibliothèque à Moscou, rappelez-vous du tort qu'on fait à la Russie et à la communauté juive, la révolution bolchevique qui était essentiellement juive, c'est des phrases de Poutine, ne recommettez pas la même erreur, ne vous mêlez pas de politique. Donc il dit aux Lubavitch,
je vous choisis comme interlocuteur privilégié pour représenter la diversité juive russe, à certaines conditions, parce que vous êtes des vrais juifs, puisque vous êtes des juifs religieux, hein, c'est important, donc aussi favorable à une certaine séparation, il ne faut pas oublier, ça c'est intéressant, et parce que le vrai problème de Poutine, c'est pas les Loubavitch, dont la maison mère aujourd'hui, chez les Loubavitch, ils sont essentiellement aux États-Unis, et d'ailleurs leur maison mère c'est à New York. Donc voilà pourquoi je dis qu'à un moment donné, quand tu choisis avec quelle branche de la communauté juive très puissante tu vas discuter, parce que tu ne peux pas faire autrement, si tu es un patriote, tu choisis avec celle qui est la moins anti-patriote pour ton pays. Donc Poutine choisit les Loubavitch russes, c'est une stratégie intelligente, parce qu'il n'y a pas de stratégie de rupture radicale. Le dernier qu'il a tenté s'appelle Adolf Hitler, et on se rappelle comment ça a fini. Et sans doute que Trump, lui aussi, se pose la même question et doit répondre de la même manière. Et tu vois qu'aujourd'hui, autour de Trump, dans sa stratégie économique radicale, il y a des juifs néo-jacksoniens, tu vois. Et moi, je me dis, bon voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'équipe de Trump aujourd'hui, il y a très peu de juifs néoconservateurs, qui d'ailleurs étaient très proches des démocrates et qui eux sont dans une logique de guerre permanente. Et d'ailleurs, on revient à notre sujet, aujourd'hui ces néoconservateurs se sont rabattus sur l'Union européenne, où ils sont encore tout puissants, et donc ils nous poussent en ce moment à la guerre contre la Russie, alors que Trump a bien dit, la Russie n'est pas mon problème. Mon problème, c'est même de recréer une relation avec la Russie qui ne pousse pas la Russie systématiquement dans les bras de la Chine, parce que l'alliance russo-chinoise est imbattable, alors qu'un triangle équilibré Russie, Chine, États-Unis est quelque chose le moins pire pour une Amérique en ce moment, qui est une Amérique, comme le dit Todd, qui est en déclin sur les marqueurs objectifs, qui est en déclin.